À 5 ans, il pouvait multiplier des nombres si grands qu'ils auraient débordé d'une page, un exploit de calcul mental qui déconcertait ses professeurs. C'était le premier signe d'un esprit destiné à voir au-delà du monde visible. Il passerait sa vie à poursuivre une vision radicale, celle que notre réalité n'est qu'une simple ombre, un écho d'un univers plus profond et plus étrange, doté de dimensions cachées. Il était en quête de la théorie finale, l'équation unique qui pourrait expliquer toute l'existence, et ce faisant, il bâtirait un pont entre la tour d'ivoire de la physique et l'imaginaire de millions de personnes, révélant la musique du cosmos. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Brian Randolph Green est né en 1963 à New York, au sein d'une famille qui mariait les mondes de l'art et de la logique. Il a grandi dans l'Upper West Side de Manhattan, un paysage vibrant de curiosité intellectuelle et d'énergie créative. Un incubateur parfait pour un esprit qui, un jour, se confronterait à la trame même de la réalité. Dès le début, il était clair que son esprit fonctionnait sur une fréquence différente. Le monde qu'il voyait n'était pas seulement fait d'objets et de personnes, mais de motifs sous-jacents, de structures cachées et de relations numériques qui attendaient d'être découvertes. Cette perspective unique a été nourrie par un environnement familial où la rigueur et la créativité n'étaient pas des forces opposées, mais les deux faces d'une même pièce. L'influence la plus profonde dans sa jeunesse fut son père, Alan Green, une fascinante étude de contraste qui, sans le savoir, a fourni un modèle pour l'avenir de son fils. Alan était compositeur, une vocation bâtie sur la structure rigoureuse, presque mathématique, de la théorie musicale où l'harmonie et la dissonance suivent des règles précises. Pourtant, il était aussi un artiste de scène. Un homme qui avait abandonné Harvard pour faire des tournées en tant qu'artiste de vaudeville, possédant un charisme naturel et une capacité à créer un lien avec le public. Il pouvait être à la fois l'artiste discipliné, arrangeant méticuleusement les notes, et l'homme de spectacle captivant, donnant vie à cet art. Ce mélange d'intellect discipliné et de performance charismatique allait devenir une marque de fabrique de la propre carrière de Brian, faisant de lui un scientifique qui ne se contentait pas de découvrir les secrets de l'univers, mais qui était poussé à les partager avec le monde. Même dans une ville remplie d'enfants brillants, les aptitudes de Brian pour les mathématiques étaient stupéfiantes, presque déconcertantes. C'était plus qu'une compétence, c'était un instinct. Tandis que d'autres enfants jouaient avec des jouets, le jeune Brian Green s'amusait à un autre type de jeu, un jeu qui se déroulait entièrement dans l'architecture infinie de son propre esprit. Il se mettait au défi de multiplier des nombres de 30 chiffres par d'autres nombres de 30 chiffres, le tout de tête, pour s'amuser. Ce n'était ni une corvée, ni un tour qu'on lui avait appris. C'était une forme de jeu, un Everest mental qu'il gravissait simplement parce qu'il était là. La puissance de calcul brut requise pour un tel exploit est difficile à concevoir. Elle témoignait d'un esprit capable de retenir et de manipuler des systèmes vastes et complexes avec une aisance qui frôlait le surnaturel. Sa trajectoire intellectuelle était si fulgurante qu'elle a rapidement dépassé tout parcours éducatif conventionnel. Il était une fusée quittant sa rampe de lancement, et le système scolaire était cette rampe de lancement. À l'âge de 12 ans, il avait dévoré tout le programme de mathématiques du lycée, laissant ses professeurs sans plus rien à lui apprendre. Le système scolaire de la ville de New York avait un problème. Que faire d'un enfant de 12 ans qui en sait plus en mathématiques que ses instructeurs? La réponse fut aussi inhabituelle que l'enfant lui-même. Il fut envoyé à l'université Columbia non pas en tant qu'étudiant, mais dans le cadre d'un arrangement spécial où un professeur de mathématiques le prit comme élève particulier. Imaginez la scène. Un jeune garçon, pas encore adolescent, arpentant les terres sacrées d'une institution de l'Ivy League, assis en face d'un universitaire chevronné pour discuter de concepts que la plupart des gens ne rencontrent jamais de leur vie. Ce n'était pas seulement de l'apprentissage avancé,
C'était une reconnaissance formelle que son intellect était un phénomène qui exigeait des mesures extraordinaires. En entrant au lycée Stuyvesant, une prestigieuse école publique réputée pour son excellence en mathématiques et en sciences, Green se retrouva enfin parmi ses pairs intellectuels. Ici, sa passion pour les nombres se solidifia. Son premier amour fut les mathématiques pures, un monde immaculé et abstrait de formes parfaites et de logique inébranlable. C'était un univers qui existait entièrement dans l'esprit, propre, élégant et non souillé par le désordre du monde réel. Il se délectait de sa certitude, de la beauté d'une preuve parfaitement construite qui coulait des axiomes à la conclusion avec une grâce inévitable. Pendant un temps, il crut que son avenir était tout tracé. Il serait mathématicien, explorant les paysages éthérés de la théorie des nombres et de la topologie, loin du monde physique chaotique et imprévisible. Mais ensuite, il a rencontré la physique et tout a changé. Ce fut une révélation, un choc intellectuel qui a redéfini ses ambitions. Il a découvert que la physique prenait le magnifique langage abstrait des mathématiques, le langage même qu'il aimait, et l'utilisait pour écrire l'histoire de l'univers lui-même. La prise de conscience qu'une équation griffonnée sur un tableau noir pouvait prédire avec précision la trajectoire d'une balle lancée, l'orbite d'une planète lointaine ou le comportement de la lumière fut une source d'émerveillement profond. C'était comme découvrir un code secret, un script divin qui régissait toute l'existence. La perfection abstraite des mathématiques n'était pas seulement un exercice mental, c'était le système d'exploitation de la réalité. Cela créa un puissant conflit intérieur. Pouvait-il abandonner le monde pur et parfait des mathématiques pour le monde plus désordonné et approximatif de la physique ? Le choix devint clair lorsqu'il réalisa que la physique offrait quelque chose que les mathématiques, à elles seules, ne pouvaient pas offrir. Des réponses aux plus grandes questions, les mathématiques pouvaient décrire un univers possible, mais la physique décrivait notre univers. L'attrait était irrésistible. C'était l'application ultime de ses talents, une chance d'utiliser l'outil intellectuel le plus puissant qu'il connaissait pour sonder les plus profonds mystères de l'existence. D'où vient toute chose ? Quelles sont les règles fondamentales de la réalité ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Il prit sa décision. Il poursuivrait des études de physique à l'université Harvard. Ces années de premier cycle à Harvard furent une période d'absorption intellectuelle intense. Il excella, obtenant son diplôme summa cum laude avec un Bachelor of Science en physique. Plus important encore, il passa ses années à maîtriser les deux piliers colossaux sur lesquels reposait toute la physique moderne. Le premier était la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la théorie majestueuse du très grand. Elle décrivait un univers d'espace-temps courbe, la gravité, non pas comme une force, mais comme la géométrie du cosmos, une grande danse cosmique d'étoiles, de galaxies et de l'expansion même de l'espace. C'était une théorie d'une élégance et d'une puissance sublime, gouvernant les cieux avec une précision à couper le souffle. Le second pilier était la mécanique quantique, la théorie étrange, contre-intuitive et ahurissante du très petit. C'était le monde des particules subatomiques, un royaume régi par la probabilité et l'incertitude. Elle décrivait une réalité où les particules pouvaient aussi être des ondes, où elles pouvaient exister à plusieurs endroits à la fois, et où le simple fait d'observer pouvait changer le résultat d'une expérience. C'était un monde qui défiait tout bon sens et pourtant ses prédictions étaient les plus précises et les plus réussies de l'histoire de la science, constituant le fondement de tout, des ordinateurs au laser. Et dans les couloirs de Harvard, Green se retrouva face à la plus grande crise de la physique moderne, le problème central qui allait définir toute sa carrière. La relativité générale et la mécanique quantique, ces deux réalisations monumentales de l'intellect humain, sont toutes deux spectaculairement efficaces dans leur propre domaine. La relativité fonctionne parfaitement pour les planètes et les galaxies. La mécanique quantique fonctionne parfaitement pour les atomes et les particules.
Pourtant, lorsqu'on essaie de les utiliser ensemble, dans des situations où le très grand rencontre le très petit, comme au centre d'un trou noir ou au premier instant du Big Bang, elles s'effondrent, elles donnent des réponses absurdes, des infinis, là où il devrait y avoir des nombres finis. Les deux théories fondatrices de notre univers sont fondamentalement, mathématiquement incompatibles. Elles parlent des langues différentes. Elles décrivent deux réalités différentes qui ne peuvent coexister. C'était comme si le livre de la nature était écrit en deux écritures différentes, chacune parfaite en elle-même, mais créant ensemble un désordre illisible et contradictoire. C'était le grand problème non résolu, le trou béant au cœur de notre compréhension du cosmos, avec une base solide dans les lois connues de l'univers et une profonde compréhension du gouffre qui les séparait. Green était prêt à s'aventurer dans l'inconnu. Une opportunité de poursuivre ses études en tant que boursier Rhodes à l'université d'Oxford allait l'introduire à une idée si radicale, si étrange, qu'elle promettait soit d'unifier toute la physique, soit de s'effondrer sous le poids de sa propre ambition. Cette idée était connue sous le nom de théorie des cordes, et elle allait déterminer le cours du reste de sa vie. Après avoir conquis Harvard et contemplé l'abîme séparant l'univers du grand de l'univers du petit, Brian Greene arriva à l'université d'Oxford en tant que boursier Rhodes. Il parcourut des couloirs de pierre qui avaient résonné des pas de géants, devant des portraits de figures comme Isaac Newton qui avait littéralement écrit les lois du cosmos. Ce n'était pas seulement une université, c'était une cathédrale de la science, un lieu où l'air lui-même semblait chargé du poids de siècles de découvertes. Pour un jeune physicien à la recherche d'un problème véritablement fondamental, l'atmosphère était à la fois enivrante et intimidante. Il n'était plus seulement le prodige des mathématiques de New York. Ici, il était l'un des nombreux esprits brillants, tous rivalisant pour laisser leur propre empreinte sur la grande tapisserie du savoir humain. Il avait besoin d'une thèse de doctorat, mais il ne voulait pas n'importe quel sujet. Il cherchait une question si profonde, si fondamentale, que sa réponse remodèlerait notre compréhension de la réalité elle-même. Il cherchait un problème qui pourrait combler le gouffre entre les courbes élégantes de l'espace-temps d'Einstein et le monde chaotique et probabiliste des particules quantiques. Il explora diverses avenues au sein de la physique théorique, mais aucune ne semblait posséder le pouvoir révolutionnaire qu'il convoitait. Les chemins établis ressemblaient à des notes de bas de page aux théories existantes, et non les nouveaux chapitres audacieux qu'il voulait écrire. Il était agité, mu par le profond paradoxe au cœur de la physique. Il savait que les deux grands piliers de la science du XXe siècle ne pouvaient pas être tous les deux le mot de la fin. L'univers n'avait pas deux ensembles de règles distincts. Il devait y avoir une vérité plus profonde, une théorie unifiée qui pourrait englober tout, du Big Bang au comportement d'un simple électron. Mais la trouver, c'était comme essayer de trouver une porte dans un mur sphérique et sans jointure. La pression était immense, le chemin à suivre complètement incertain. Ce fut une période de recherche intellectuelle intense, une errance frustrante mais nécessaire dans le désert de la physique connue. Puis, en 1984, une onde de choc a traversé la communauté mondiale de la physique. Ce n'était pas une explosion dans un laboratoire, mais une explosion d'idées. Elle fut connue sous le nom de première révolution des supercordes, une période d'excitation frénétique et de progrès vertigineux. Les nouvelles se propageaient par des articles rédigés à la hâte, des appels téléphoniques nocturnes et des conversations passionnées dans les salles communes des universités. À Oxford, Greene entendit d'abord les chuchotements, puis le rugissement. Une nouvelle idée, ou plutôt une ancienne idée revitalisée appelée théorie des cordes, était saluée par un groupe restreint mais croissant de physiciens influents comme le seul candidat viable pour une théorie du tout. L'affirmation centrale était d'une audace à couper le souffle.
Elle proposait de résoudre le conflit fondamental entre la relativité générale et la mécanique quantique, le problème même qui avait déconcerté Einstein lui-même et qui hantait la physique depuis plus d'un demi-siècle. C'était la réponse que Green avait désespérément cherchée. Sa réaction initiale fut un puissant cocktail d'exaltation et de profond scepticisme. D'un côté, la promesse était presque enivrante. Était-ce vraiment ça, la théorie finale, l'Everest intellectuel que les physiciens rêvaient de gravir depuis des générations? L'idée était présentée avec une ferveur messianique par ses partisans. John Schwartz, l'un de ses pionniers, déclara que le moment de la découverte fut le plus excitant de sa vie. Edward Wheaton, une figure imposante du domaine, qualifia la théorie des cordes de morceaux de la physique du XXIe siècle tombée par hasard au XXe siècle. L'enthousiasme était contagieux. Pourtant, l'esprit rigoureux et mathématique de Green incitait à la prudence. Cette théorie reposait sur des mathématiques d'une complexité stupéfiante et existait dans 10 dimensions d'espace-temps et non les 4 que nous connaissons. Et point le plus critique, elle n'avait aucune preuve expérimentale pour la soutenir. C'était une belle et complexe cathédrale de logique, mais c'était peut-être une cathédrale bâtie sur du vent. Était-ce la clé du cosmos ou juste une élégante fantaisie mathématique, une impasse qui pourrait consumer la carrière entière d'un scientifique? Le concept central de la théorie des cordes était, malgré sa complexité mathématique, profondément simple et beau. Elle posait une question simple. Quels sont les ingrédients les plus fondamentaux et indivisibles de l'univers? Pendant des siècles, nous avons pensé que c'était des particules de minuscules points sans dimension. La théorie des cordes proposait une alternative radicale. Au cœur même de la matière, il n'y a pas de points. Il y a plutôt de minuscules boucles unidimensionnelles d'énergie vibrante, des cordes d'une petitesse inimaginable. Le conflit central entre la relativité et la mécanique quantique, qui produisait des valeurs infinies absurdes à de très petites échelles, était résolu parce que les cordes n'étaient pas des points. Leur légère extension, leur nature floue, lissait les infinis qui tourmentaient les anciennes théories. C'était un coup de maître mathématique qui contournait avec élégance le plus grand problème de la physique. La théorie offrait une nouvelle et puissante métaphore pour l'univers. Cette métaphore était celle d'une musique cosmique. Pensez à la corde d'un violoncelle. Selon la façon dont vous la pincez, comment elle vibre, elle peut produire une grande variété de notes de musique différentes. La théorie des cordes proposait que l'univers fonctionnait de la même manière. Les particules élémentaires que nous observons ne sont pas fondamentalement différentes les unes des autres. Un électron, un photon, un quark, chaque particule de ce qu'on appelle le zoo des particules est en fait la même chose, une seule supercorde fondamentale. La seule différence entre elles est leur mode de vibration. Faites vibrer la corde d'une manière particulière et elle nous apparaît comme un électron. Faites-la vibrer d'une autre manière et elle se manifeste comme un photon, la particule de lumière. Un troisième mode de vibration et vous obtenez un graviton, la particule qui transporte la force de gravité. L'univers entier, avec toute sa riche complexité, n'était qu'une grande symphonie cosmique jouée sur ces minuscules brins d'énergie vibrants. Pour Brian Greene, c'était une idée d'une puissance de séduction inégalée. Ce n'était pas seulement qu'elle résolvait un problème technique lié aux infinis, elle promettait de répondre aux questions les plus profondes sur le pourquoi des choses. Pourquoi l'univers possède-t-il la collection spécifique de particules et de forces que nous connaissons? Selon la théorie des cordes, c'est parce que ce sont les notes spécifiques ou fréquences de résonance que les cordes peuvent jouer. Cela impliquait que les lois de la nature n'étaient là pas un assortiment aléatoire de règles, mais plutôt des conséquences inévitables de la géométrie et de la vibration de ces cordes fondamentales. La théorie était un chef-d'œuvre d'élégance mathématique, une structure si complexe et interconnectée que ses partisans sentaient qu'elle devait tout simplement être vraie.
Sa cohérence interne était un argument puissant en sa faveur. Elle semblait moins une invention qu'une découverte d'une vérité préexistante sur le cosmos. Mais s'y engager représentait un risque professionnel monumental. Nous étions au milieu des années 1980 et la théorie des cordes était à la marge absolue de la physique. La plupart des physiciens l'ignoraient ou y étaient ouvertement hostiles. Consacrer son travail de doctorat, le fondement de toute sa carrière universitaire, à une théorie qui ne pouvait être testée et qui pourrait être réfutée le lendemain était considéré par beaucoup comme un suicide professionnel. Les directeurs de thèse pouvaient gentiment orienter un étudiant prometteur vers des recherches plus sûres et plus conventionnelles où des articles pouvaient être publiés et une carrière construite. Choisir la théorie des cordes était un acte de foi. C'était une déclaration que l'on privilégiait la beauté mathématique et le potentiel théorique à la sécurité de la vérification expérimentale. Cela exigeait de croire que l'élégance d'une équation pouvait être un guide fiable vers la nature ultime de la réalité. Green se trouvait à la croisée des chemins. Il pouvait choisir une voie plus sûre en apportant des contributions progressives à la physique établie. Ou il pouvait prendre le risque, en plongeant tête la première dans le monde étrange, non prouvé et magnifique des cordes vibrantes et des dimensions supplémentaires. Il pesa l'excitation profonde contre la possibilité très réelle de l'échec. Il considéra l'attrait intellectuel d'une théorie qui pourrait potentiellement unifier toute la physique contre le mépris d'une communauté qui exigeait des données concrètes. C'était une décision qui définirait non seulement ses prochaines années à Oxford, mais toute la trajectoire de sa vie de scientifique. Il voyait le potentiel d'une révolution, un changement de paradigme aussi important que ceux inaugurés par Newton ou Einstein, et il voulait en faire partie. Finalement, la séduction intellectuelle fut trop forte pour y résister. Il fit son choix. Brian Greene consacrerait sa thèse de doctorat et sa carrière à l'exploration du territoire inexploré de la théorie des cordes. Il avait trouvé le problème fondamental qu'il cherchait, un problème assez grandiose et assez risqué pour satisfaire son ambition. Il obtint son doctorat en philosophie à Oxford en 1997, sa thèse étant une plongée profonde dans la géométrie complexe des dimensions supplémentaires requises par la théorie. Il avait choisi sa voie, jetant son dévolu sur une idée belle, controversée et totalement non prouvée sur la nature ultime de la réalité. Armé d'un doctorat et d'une profonde conviction dans le pouvoir des cordes, Green retourna aux États-Unis, mais il n'allait pas seulement résoudre les mystères de l'univers dans sa tour d'ivoire, il s'apprêtait à les traduire pour le monde entier, dans un livre qui allait changer à jamais le paysage de la communication scientifique. Après avoir consolidé sa place dans la communauté de la physique théorique, Brian Greene occupa des postes de professeur, d'abord à l'université Cornell, puis dans un retour à ses racines intellectuelles à l'université Columbia à New York. Là, il plongea dans les recoins les plus profonds et les plus abstraits de la théorie des cordes. Il n'apprenait plus seulement son langage, il composait désormais avec, et son travail se concentra sur les formes géométriques bizarres à 6 dimensions, connues sous le nom de variétés de Calabi-Yau, les arènes théoriques où l'on pensait que les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes étaient enroulées. C'est dans ce paysage mathématique ésotérique que Green et ses collègues firent une découverte surprenante. Ils n'exploraient pas seulement un nouveau continent de la physique, ils découvraient que la carte de ce continent était profondément étrange, avec des connexions cachées qui défiaient toute intuition classique. Sa contribution la plus significative de cette période fut la co-découverte de ce qui fut connu sous le nom de symétrie miroir. Le concept était ahurissant. Dans la théorie des cordes, la forme spécifique des dimensions supplémentaires enroulées détermine les lois de la physique que nous expérimentons, comme la masse d'un électron ou la force de la gravité.
Le travail de Green révéla que deux variétés de Calabi-Yau d'apparence très différente, deux espaces géométriques complètement distincts, pouvaient d'une manière ou d'une autre donner naissance à un univers absolument identique. Imaginez les plans de deux moteurs de voiture entièrement différents. L'un avec des pistons disposés en cercle, l'autre en ligne droite. Pourtant, lorsque vous tournez la clé, les deux moteurs produisent exactement le même son, la même puissance, les mêmes performances. C'était la symétrie miroir, ce fut une révélation profonde, montrant que le lien entre la géométrie et la physique était bien plus subtil et mystérieux que quiconque ne l'avait imaginé. Sa contribution la plus importante de cette période fut la co-découverte de ce qui devint connu sous le nom de symétrie miroir. Le concept était ahurissant. Dans la théorie des cordes, la forme spécifique des dimensions supplémentaires enroulées sur elles-mêmes détermine les lois de la physique que nous connaissons, comme la masse d'un électron ou la force de la gravité. Le travail de Green révéla que deux variétés de Calabi-Yau d'apparence très différentes, deux espaces géométriques complètement distincts, pouvaient d'une manière ou d'une autre donner naissance à un univers absolument identique. Imaginez les plans de deux moteurs de voiture entièrement différents, l'un avec des pistons disposés en cercle, l'autre en ligne droite. Pourtant, lorsque vous tournez la clé, les deux moteurs produisent exactement le même son, la même puissance, les mêmes performances. C'était la symétrie miroir. Ce fut une révélation profonde montrant que le lien entre la géométrie et la physique était bien plus subtil et mystérieux que quiconque ne l'avait imaginé. Mais les recherches de Green mirent au jour quelque chose d'encore plus radical. Une découverte qui semblait violer les lois sacrées établies par Einstein lui-même. La relativité générale dépeint l'espace-temps comme une étoffe lisse et continue. Semblable à une feuille de caoutchouc, elle peut être courbée et déformée par la masse et l'énergie, mais elle ne peut être déchirée. Déchirer l'espace créerait une singularité, un point de densité infinie où les lois de la physique s'effondrent entièrement. Pourtant, dans les mathématiques de la théorie des cordes, Green et ses collaborateurs découvrirent que le tissu de l'espace pouvait bel et bien accomplir l'impensable. Ils démontrèrent l'existence de transitions topologiques, des processus où l'espace-temps pouvait se déchirer puis se réparer pour adopter une forme nouvelle et différente. Ce n'était pas un défaut de la théorie, c'en était une caractéristique. La théorie des cordes, avec ses cordes floues, remplaçant les particules ponctuelles, lissait les infinis, agissant comme un fil cosmique, capable de recoudre une déchirure dans la réalité. L'univers, selon cette nouvelle image, n'était pas seulement élégant, il était résilient. Ses idées étaient révolutionnaires, mais elles étaient aussi emprisonnées. Elles n'existaient que dans le langage dense du calcul tensoriel et de la géométrie différentielle, accessible à une infime poignée de spécialistes à travers le monde. Tandis que Green travaillait, un profond sentiment de frustration commença à monter en lui. Il y avait là des idées qui touchaient à la nature même de la réalité, qui réimaginaient l'espace, le temps et la matière de la manière la plus profonde depuis Einstein. Et pourtant, elles étaient enfermées dans un coffre-fort académique. Le public, pendant ce temps, était complètement dans l'ignorance. C'est là que l'ADN dormant de son père, le compositeur et interprète, commença à s'éveiller. Alan Green avait passé sa vie à prendre des idées musicales complexes pour les rendre accessibles et émotionnellement parlantes pour un public. Brian réalisa qu'il ressentait un appel similaire. Ses idées étaient trop belles, trop importantes pour rester la propriété privée de quelques physiciens. Il décida qu'il allait monter un spectacle. Pas avec un micro et une scène, mais avec un stylo et du papier. Il allait écrire un livre. L'ambition était énorme
et le défi central semblait presque insurmontable. Comment pouvait-il expliquer 11 dimensions à quelqu'un qui en vit dans 3 ? Comment pouvait-il décrire la géométrie d'une variété de Calabi-Yau sans une seule équation ? Comment pouvait-il rendre le concept de corde vibrante intuitif pour un public qui n'avait jamais suivi un cours de physique ? Il ne s'agissait pas de simplifier la science à outrance, une perspective qui l'horrifiait et risquait de lui attirer le mépris de ses collègues. C'était un problème de traduction, de trouver les métaphores parfaites pour combler le gouffre entre le monde mathématique abstrait et le monde concret de l'expérience humaine. L'écriture de ce qui allait devenir l'univers élégant fut un processus ardu de découverte en soi. Elle exigeait un type de créativité différent de la résolution d'une équation. Green passa d'innombrables heures à chercher les bonnes analogies, à façonner des phrases qui pourraient porter le poids d'idées complexes sans s'effondrer sous le jargon. Son but n'était pas simplement d'informer ses lecteurs, mais de leur permettre de ressentir le même sentiment de crainte et d'émerveillement que lui éprouvait en contemplant la symphonie cosmique. Il voulait leur donner un aperçu de l'univers tel que vu à travers les yeux d'un théoricien des cordes, une réalité tissée de filaments d'énergie vibrant dans une danse spectaculaire et multidimensionnelle. Il prenait un risque professionnel énorme, sortant des confins confortables du laboratoire pour entrer dans le monde imprévisible de la communication publique. Pour expliquer l'idée déroutante des dimensions supplémentaires, il développa une analogie puissante et désormais célèbre, le tuyau d'arrosage. Il demandait au lecteur d'imaginer un long et mince tuyau d'arrosage tendu au-dessus d'un vaste canyon. De très loin, le tuyau apparaît comme une simple ligne unidimensionnelle. On ne peut y spécifier un point que par sa position le long de sa longueur. Mais si vous étiez une minuscule fourmi vivant à la surface de ce tuyau, votre réalité serait très différente. Pour vous, il y a 2 dimensions. Vous pouvez avancer et reculer le long de la longueur, mais vous pouvez aussi vous déplacer dans une seconde direction, en cercle autour de la circonférence du tuyau. La théorie des cordes propose que notre univers est comme ce tuyau d'arrosage. En chaque point de notre espace tridimensionnel familier, il existe un minuscule cercle enroulé, ou une forme plus complexe, une dimension trop petite pour que nos sens ou même nos instruments les plus puissants puissent l'apercevoir. Ces dimensions cachées sont partout, enchevêtrées dans le tissu même de l'espace qui nous entoure. Puis venait le concept central, les cordes elles-mêmes. Il développa la métaphore musicale qu'il avait captivée des années auparavant. Il invitait le lecteur à penser à une corde de guitare. En la pinçant de différentes manières, on peut produire une variété de notes de musique distinctes, un do grave, un sol aigu, un mi résonant. Elles sonnent toutes différemment, mais elles sont toutes produites par le même objet fondamental, la corde vibrante. Dans la théorie des cordes, expliquait-il, l'univers fonctionne de la même manière. Les particules élémentaires qui composent tout ce que nous voyons sont les notes du cosmos. Un motif de vibration spécifique sur une corde fondamentale nous apparaît comme un électron. Un motif vibratoire différent apparaît comme un photon, la particule de lumière. Un autre, un quark. Comme il l'écrivit dans le livre, l'univers est une symphonie de cordes vibrantes. Toute la réalité de la lumière d'une étoile lointaine à la chaise sur laquelle vous êtes assis n'est que différentes mélodies jouées sur ces filaments d'énergie infinitésimaux. Quand l'univers élégant, supercorde, dimension cachée et la quête de la théorie ultime fut publié en 1999, l'effet fut immédiat et explosif. Il ne s'est pas seulement bien vendu, il a déclenché une conversation mondiale. Le livre s'est hissé au sommet des listes de best-sellers y restant pendant des mois. Il a été traduit en des dizaines de langues, captivant l'imagination de millions de personnes qui n'avaient jamais pensé pouvoir comprendre la physique moderne. Green avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous.
Il avait trouvé le langage pour traduire la poésie du cosmos, la clarté, l'élégance et le sens de l'émerveillement contagieux du livre lui valurent des éloges unanimes, culminant avec sa nomination comme finaliste pour le prix Pulitzer dans la catégorie Essai, un honneur rare pour un livre sur la physique théorique. Le monde était captivé. Brian Greene était devenu le visage public de la théorie la plus ambitieuse de la physique. Mais alors que son étoile montait aux yeux du public, une tempête se préparait dans le monde de la science. Le rêve élégant était sur le point d'affronter ses critiques les plus virulents. Après le triomphe de l'univers élégant, le vent commença à tourner. Le succès populaire qui avait fait de Brian Greene un nom familier fit également de lui et de tout son domaine une cible beaucoup plus grande, une tempête de scepticisme qui couvait dans les couloirs feutrés des départements de physique était sur le point d'éclater en une véritable tempête publique. L'accusation centrale n'était pas que la théorie des cordes était incorrecte, mais quelque chose de bien plus accablant, qu'elle n'était pas du tout de la science. Cette rébellion intellectuelle était menée par une nouvelle génération de critiques, notamment les physiciens Peter Woit et Lee Smolin. Ils s'armèrent d'une puissante arme philosophique forgée par le philosophe du XXe siècle Karl Popper, le principe de réfutabilité. Popper soutenait que pour qu'une idée soit considérée comme scientifique, il doit exister une expérience ou une observation concevable qui pourrait prouver qu'elle est fausse. On ne peut pas se contenter de chercher des preuves qui confirment sa théorie, on doit aussi proposer un test qui, s'il échouait, obligerait à abandonner la théorie. C'est là que la théorie des cordes se heurta à un mur aux proportions cosmiques. L'affirmation centrale de la théorie selon laquelle tout effet de minuscules cordes vibrantes ne pouvait être vérifié qu'en les observant directement. Le problème était la quantité d'énergie colossale nécessaire pour le faire. Pour voir quelque chose de si petit, il faut un microscope d'une puissance immense. En physique des particules, ce microscope est un accélérateur de particules, et l'énergie nécessaire pour sonder l'échelle d'une corde fut calculée comme étant 1 million de milliards de fois supérieur à ce que la machine la plus puissante jamais construite par l'humanité, le grand collisionneur de Hadron en Suisse, pourrait jamais espérer produire. C'était comme essayer de voir une seule bactérie sur la Lune avec une paire de jumelles. Les critiques s'emparèrent de cet argument. Si aucune expérience concevable ne pouvait jamais tester la prédiction fondamentale de la théorie, soutenait-il, alors elle n'appartenait plus au domaine de la physique. Elle était devenue une sorte de mathématique fondée sur la foi, une cathédrale de pensées belles et complexes sans aucun lien avec la réalité physique. Les attaques étaient incessantes et vives. Peter Woit publia un livre dont le titre devint un cri de ralliement pour les sceptiques. « Même pas faux ». L'expression, empruntée au physicien Wolfgang Pauli, célèbre pour son ton dédaigneux, était une mise à mort intellectuelle brutale. Elle suggérait que la théorie des cordes était si déconnectée de la réalité testable qu'on ne pouvait même pas lui accorder la dignité d'être incorrecte. Elle existait dans un purgatoire des mathématiques pures, détachée de l'univers qu'elle prétendait décrire. Soudain, des gros titres et des articles commencèrent à remettre en question les décennies de financement, les chaires de professeurs et les esprits brillants consacrés à ce grand projet. Brian Greene, en tant que défenseur le plus visible et le plus éloquent de la théorie, se retrouva au centre de cette tempête médiatique. Il ne défendait pas seulement un ensemble d'équations, il défendait la légitimité même du travail de sa vie contre des accusations selon lesquelles il ne s'agissait que d'une fantaisie élaborée. Alors même que les attaques externes atteignaient leur paroxysme, une nouvelle crise éclata au sein même de la théorie des cordes, un problème si profond qu'il menaçait de défaire toute l'entreprise. Pendant des années, les physiciens avaient espéré que les équations complexes de la théorie, une fois finalement résolues, pointeraient vers une description unique de notre univers. Ils s'attendaient à ce que les mathématiques
crache les valeurs précises de la masse de l'électron, de la force de la gravité et des autres constantes fondamentales qui font de notre cosmos ce qu'il est. Mais c'est le contraire qui se produisit. À mesure que les théoriciens exploraient davantage les équations, ils découvrirent que la théorie des cordes ne décrivait pas un seul univers. Au lieu de cela, elle décrivait un nombre stupéfiant d'univers possibles. Les calculs indiquaient un paysage d'au moins 10 à la puissance 500 réalités potentielles différentes, chacune avec son propre ensemble unique de lois physiques et de constantes fondamentales. Cette découverte fut un coup dévastateur. 10 à la puissance 500 est un nombre si grand qu'il est impossible à comprendre. C'est un suivi de 500 zéros, bien plus que le nombre d'atomes dans l'univers connu. Pour ces critiques, ce n'était pas une caractéristique, c'était un échec catastrophique. Une théorie qui était censée être l'explication ultime, la théorie du tout, semblait maintenant prédire tout et n'importe quoi. Si votre théorie permet des billions et des billions d'univers différents, en trouver un qui correspond au nôtre n'est plus une prédiction stupéfiante. C'est une fatalité, comme trouver un grain de sable sur une plage infinie. La théorie perdit son pouvoir prédictif. Elle ne pouvait plus expliquer pourquoi notre univers a les lois spécifiques qu'il a. Elle ne pouvait que dire que notre univers est une bulle aléatoire dans une écume cosmique quasi infinie de possibilités. Pour Green, ce fut un moment de profonde remise en question intellectuelle et philosophique. La vision belle et singulière d'une symphonie cosmique était remplacée par le bruit chaotique d'une loterie cosmique. Avions-nous simplement eu de la chance, vivant dans l'un des rares univers où les lois de la physique permettaient l'émergence d'étoiles, de planètes et de la vie? Cette idée, connue sous le nom de principe anthropique, était profondément insatisfaisante pour de nombreux physiciens, y compris Green. C'était comme renoncer au but ultime de la physique. Expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont, pas seulement constater qu'elles le sont. L'univers élégant qu'il avait décrit avec tant de passion risquait maintenant de devenir un univers accidentel, un coup de chance statistique dans un multivers incroyablement vaste. Cette crise interne donna de nouvelles munitions puissantes aux critiques externes, qui affirmait désormais que la théorie était non seulement non testable, mais aussi non prédictive. Face à cette guerre sur deux fronts, Green endossa le rôle qu'il semblait destiné à jouer, le défenseur public de la théorie des cordes. Dans les débats, les interviews télévisées et les conférences publiques, il resta un phare de raison calme et articulée. Il ne rejeta jamais les critiques d'un revers de main. Au lieu de cela, il opposa à leurs arguments des contre-arguments réfléchis. Il soutenait que la réfutabilité, bien qu'une ligne directrice utile, ne devait pas être traitée comme un dogme inflexible qui étouffe l'exploration de nouveaux domaines théoriques. La science, affirmait-il, progresse souvent de manière inattendue. Les théories peuvent être testées indirectement. Bien que nous ne puissions jamais voir une corde directement, la théorie pourrait faire d'autres prédictions plus accessibles sur la cosmologie ou la physique des particules qui pourraient être testées. Il souligna que la théorie des cordes avait déjà doté les mathématiques et la physique d'outils et d'idées incroyablement puissants, reliant des domaines disparates d'une manière que personne n'avait jamais imaginée. Sa défense principale reposait sur l'élégance et la cohérence, une théorie qui résolvait le conflit central de la physique moderne, qui unifiait toutes les forces et toute la matière sous un même cadre mathématique, était à son avis trop réussie et trop belle pour être complètement fausse. Elle avait un parfum de vérité, même si la preuve finale restait hors de portée. Mais ce rôle public eut un coût personnel important. La pression était immense. Il défendait son domaine non seulement contre des sceptiques anonymes, mais aussi contre des collègues estimés, y compris des lauréats du prix Nobel qui exprimaient publiquement leurs profondes réserves. Chaque débat était une performance à haut risque, où la perception future de toute une branche de la science semblait suspendue à ses paroles. Il n'était plus seulement un physicien,
explorant le cosmos avec des équations. Il était un guerrier dans une bataille intellectuelle pour l'âme même de la physique. Le combat avait atteint une impasse. Les critiques avaient des arguments valables et puissants sur le manque de preuves expérimentales. Les partisans avaient une théorie mathématiquement exquise qui semblait résoudre les problèmes les plus profonds de la physique. Sans nouvelles données à l'horizon, le domaine semblait enfermé dans une impasse philosophique, une belle idée piégée dans un état de stase. Face à cette impasse scientifique, Green aurait pu se retirer dans la sécurité du monde universitaire. Au lieu de cela, il mit les bouchées doubles, non pas dans le laboratoire, mais dans la sphère publique. S'il ne pouvait pas encore prouver la théorie avec des données, il gagnerait la bataille des cœurs et des esprits, redéfinissant ainsi son propre héritage. Confronté à une impasse dans le monde universitaire, Brian Greene choisit de ne pas se retirer dans sa tour d'ivoire, mais de redoubler d'efforts dans sa mission. Si la communauté scientifique était divisée, il plaiderait sa cause directement auprès du public. Le succès phénoménal de son livre lui ouvrit une porte qu'il n'avait jamais anticipée. Le monde de la télévision, des producteurs de l'émission scientifique phare de PBS, Nova, l'approchèrent avec une proposition audacieuse. Adapter l'univers élégant en une série télévisée en plusieurs parties. Le défi était immense, c'était une chose d'expliquer les cordes vibrantes et les dimensions cachées en prose, où un lecteur pouvait faire une pause et relire un passage difficile. C'en était une autre de donner vie à ces concepts invisibles et abstraits à l'écran pour un public de masse. Greene se jeta dans le projet non seulement en tant que consultant, mais aussi en tant que présentateur et narrateur principal, passant devant la caméra pour devenir le visage de ses propres idées. La série qui en résulta, d'une durée de 3 heures, en 2 parties, diffusée en 2003, fut un événement marquant dans la communication scientifique. La présence de Greene à l'écran fut une révélation. Il n'était pas le physicien stéréotypé, perdu dans ses équations et socialement maladroit, s'inspirant peut-être du talent de showman latent hérité de son père. Il était naturel. Il se déplaçait avec une énergie aisée, utilisant ses mains pour sculpter des espaces de calabillo imaginaires dans l'air. Il parlait avec un enthousiasme clair et contagieux, son sourire transmettant un émerveillement sincère pour le cosmos. Il donnait aux téléspectateurs l'impression d'être des partenaires de découverte et non des étudiants dans un amphithéâtre. Utilisant des infographies de pointe et ses analogies faciles à comprendre qui étaient en sa marque de fabrique, la série visualisa ce qui semblait impossible. Le public vit le tissu de l'espace se déchirer et se guérir. Il vola à travers les minuscules dimensions enroulées d'un tuyau d'arrosage et il assista à la symphonie cosmique des cordes vibrants pour créer les particules de notre monde. La diffusion fut un triomphe, atteignant des millions de foyers et recevant des éloges quasi unanimes de la part des critiques qui louèrent de sa clarté et son ambition. La consécration ultime arriva en 2004 lorsque la série reçut le prestigieux prix Peabody, un honneur réservé aux récits les plus puissants et les plus éclairants du monde de la radiodiffusion. C'était une victoire publique, claire et nette, qui résonna bien au-delà des couloirs des départements de physique. L'impact de la série Nova fut profond et immédiat. Elle transforma la théorie des cordes d'une quête académique obscure en un concept familier. Des lycéens qui n'avaient jamais envisagé une carrière scientifique furent soudain captivés par la recherche d'une théorie finale. Les départements de physique des universités virent une augmentation des candidatures d'une nouvelle génération inspirée par la vision de Greene. Il avait réussi à ouvrir une fenêtre sur les frontières les plus lointaines de la pensée humaine, et toute une génération regardait à travers elle remplie d'admiration. Il n'était plus seulement un physicien qui avait écrit un livre à succès. Il était devenu une personnalité de la télévision, un guide de confiance vers le cosmos pour le grand public. Il avait atteint un niveau d'influence que peu de scientifiques dans l'histoire atteignent, le plaçant dans une lignée qui remontait à des figures comme Carl Sagan, dont la série
Cosmos, avait défini la science à la télévision pour une génération précédente. Ce triomphe, cependant, n'était que le début de sa seconde carrière de grand communicateur de la physique moderne. L'impact de la série Nova fut profond et immédiat. Elle a transformé la théorie des cordes d'une obscure quête académique en un nom familier. Des lycéens qui n'avaient jamais envisagé une carrière scientifique étaient en soudain captivés par la recherche d'une théorie finale. Les départements de physique des universités ont vu une augmentation des candidatures d'une nouvelle génération inspirée par la vision de Green. Il avait réussi à ouvrir une fenêtre sur les frontières les plus lointaines de la pensée humaine et toute une génération la contemplait, remplie d'émerveillement. Il n'était plus seulement un physicien qui avait écrit un livre à succès. Il était devenu une personnalité de la télévision, un guide de confiance vers le cosmos pour le grand public. Il avait atteint un niveau d'influence que peu de scientifiques dans l'histoire atteignent, le plaçant dans une lignée qui remontait à des figures comme Carl Sagan, dont la série Cosmos avait défini la science à la télévision pour une génération précédente. Ce triomphe, cependant, n'était que le début de sa seconde carrière de grand communicateur de la physique moderne. S'appuyant sur cet élan, Green a rédigé son œuvre majeure suivante, L'étoffe du cosmos, espace, temps et texture de la réalité. Publié en 2004, dans ce livre, il a considérablement élargi son champ d'action. Bien que la théorie des cordes soit restée un élément clé, l'accent a été mis sur la nature même de la réalité. Il a guidé les lecteurs à travers les implications étranges de la mécanique quantique, l'étrange malléabilité du temps décrite par Einstein et les mystères émergents de la cosmologie tels que la matière noire et l'énergie sombre. Il n'était plus seulement le défenseur d'une seule théorie, mais un évangéliste de toute la vision révolutionnaire du monde de la physique moderne. Comme son prédécesseur, le livre fut un immense best-seller international et a également été adapté en une autre série à succès de Nova. Il a poursuivi avec La réalité cachée, les univers parallèles et les lois profondes du cosmos en 2011, une exploration audacieuse du multivers, un concept né directement du problème du paysage en théorie des cordes. Cet ouvrage a consolidé sa position de penseur prêt à s'engager avec les idées les plus spéculatives et les plus hallucinantes à la frontière de la science. Avec 2 livres à succès et 2 séries télévisées primées à son actif, Brian Greene est devenu une figure permanente du paysage culturel. Il était un invité très recherché dans les talk-shows, s'asseyant avec des animateurs comme Stephen Colbert et Jon Stewart, où il échangeait des plaisanteries spirituelles avant d'expliquer sans effort le Big Bang ou la possibilité de mondes parallèles pendant une pause publicitaire. Il a écrit des essais pour de grands journaux et magazines, est apparu dans des documentaires et a attiré des foules à guichets fermés sur le circuit international des conférences. Il était devenu un véritable intellectuel public, une voix fiable et charismatique, capable de traduire le langage complexe de l'univers pour quiconque était assez curieux pour écouter. À une époque d'analphabétisme scientifique croissant, Green se dressait comme une puissante force contraire, incarnant l'idée que la science n'était pas une collection aride de faits, mais une aventure humaine, palpitante et continue. Il réussissait à faire de la physique une partie essentielle de la conversation populaire. Cependant, ce triomphe public a eu un coût personnel et professionnel. Dans le monde férocement compétitif et traditionnel de la physique universitaire, sa célébrité était vue avec suspicion par certains de ses pairs. Le même charisme qui captivait les téléspectateurs était parfois perçu comme un manque de sérieux. Les chuchotements dans les couloirs de l'université et les commentaires dédaigneux sur les blogs universitaires le dépeignait moins comme un chercheur révolutionnaire que comme un artiste ou un vendeur pour une théorie qui manquait de preuves. La critique était souvent subtile, mais acerbe. Il passait trop de temps dans les studios de télévision et pas assez à publier des articles dans des revues à comité de lecture. La ligne entre être un vulgarisateur scientifique et une célébrité scientifique est mince. Et aux yeux de certains puristes, Green l'avait franchi. Il luttait maintenant contre un nouveau type de scepticisme,
qui ne remettait pas en question la validité de sa théorie, mais la validité de son rôle en tant que scientifique. Cette tension a créé un profond conflit interne pour Green lui-même. Il était, au fond, un physicien théoricien animé par un profond désir de résoudre les énigmes fondamentales de l'univers. Il a poursuivi ses recherches à l'université Columbia, collaborant avec des collègues et encadrant des étudiants diplômés, travaillant sur les mêmes problèmes mathématiques diablement difficiles qu'auparavant. Pourtant, il était aussi un homme qui ressentait une obligation puissante, presque morale, de partager la beauté et l'importance de la science avec le public le plus large possible. Il comprenait les critiques qui lui étaient adressées, mais les croyait fondamentalement erronées. Il soutenait que la communication n'était pas une distraction de la science, mais une partie essentielle de l'entreprise scientifique elle-même. Comment la science pourrait-elle prospérer, raisonnait-il, si ses plus grandes découvertes restaient enfermées, accessibles uniquement à une petite caste de spécialistes? Il devait naviguer entre deux mondes exigeants et souvent contradictoires. L'un était le monde calme, rigoureux et profondément solitaire de la recherche théorique, où les progrès se mesurent en équations et en intuitions acquises après des années de travail minutieux. L'autre était le monde bruyant, rapide et public des médias, où le succès se mesure en taux d'audience et en vente de livres. Équilibrer ces deux identités était une lutte constante. S'inquiétait-il que son travail public éclipse ses contributions scientifiques? Absolument. Il réfléchissait souvent à cette dualité, reconnaissant le risque que son héritage soit celui d'un grand communicateur plutôt que celui d'un grand découvreur. Pourtant, il a finalement conclu que les deux rôles n'étaient pas en opposition, mais étaient, pour lui, inextricablement liés. Il était un physicien qui croyait que l'histoire de l'univers était trop magnifique pour ne pas être racontée. Cette conviction l'a blindé contre la critique et l'a poussé à voir encore plus grand. Il a constaté que si les livres et la télévision étaient des outils puissants, il restait des expériences passives pour le public. Il a commencé à imaginer un nouveau type de lieu, un lieu qui pourrait combler le fossé entre la science et la culture, au sens large, de manière plus directe, interactive et festive. Il ne se contentait plus d'expliquer la science à distance, il voulait créer un espace où le public pourrait vivre en personne l'émerveillement de la découverte scientifique, où la quête du savoir pourrait être présentée avec la même passion et la même virtuosité qu'une performance théâtrale ou une symphonie. Mais l'ambition de Brian Greene de porter la science au peuple ne pouvait être contenue par les livres et la télévision. Il a imaginé un nouveau type de scène, un endroit où la science ne serait pas seulement expliquée, mais célébrée comme une partie essentielle de la culture humaine. Son succès en tant que grand communicateur avait fait connaître la physique à des millions de personnes, mais Brian Greene sentait que ce n'était pas suffisant. Les livres et les émissions de télévision étaient puissants, mais c'était des conversations à sens unique. Il envisageait quelque chose de plus interactif, de plus immédiat, un nouveau type d'institution culturelle où le public pourrait vivre en personne le frisson de la découverte scientifique. L'idée a pris forme lors de conversations avec sa femme Tracy Day, une productrice lauréate des prix Peabody et Emmy pour ABC News. Elle partageait sa frustration que la science soit souvent traitée comme un intérêt de niche, reléguée dans des amphithéâtres poussiéreux, tandis que l'art, la musique et le théâtre étaient célébrés comme des piliers centraux de la culture humaine. Day a vu le potentiel de quelque chose de radicalement différent. Elle croyait que la passion, le drame et les histoires profondes de la science pouvaient être présentées avec la même énergie créative et le même brio théâtral qu'un spectacle de Broadway. Ensemble, ils ont conçu le World Science Festival. Leur objectif commun était ambitieux au point de paraître impossible. Créer une scène mondiale où les esprits scientifiques les plus brillants du monde pourraient dialoguer directement avec le public, non pas par des conférences arides, mais par des programmes dynamiques et artistiques. C'était une entreprise monumentale, semée d'immenses défis logistiques et financiers. Ils ne planifiaient
pas seulement une conférence. Il tentait de faire naître un nouveau mouvement culturel à partir de rien au cœur de la ville de New York, l'un des paysages médiatiques les plus compétitifs et les plus chers de la planète. Il devait convaincre des donateurs sceptiques, recruter des lauréats du prix Nobel et concevoir des événements à la fois intellectuellement rigoureux et véritablement divertissants. L'expertise de Day en production et en narration a été le moteur qui a transformé la vision de Greene en une réalité tangible, façonnant un événement qui fusionnerait le sérieux d'une université avec le spectacle d'un festival. Lorsque le premier World Science Festival a été lancé en 2008, le résultat fut électrique. Pendant 5 jours, la ville de New York s'est transformée en un immense campus de merveilles scientifiques. L'atmosphère ne ressemblait à rien de ce que l'on avait vu auparavant, une fusion vibrante de l'énergie d'un concert de rock, du glamour d'une première de théâtre et de l'intensité intellectuelle d'une université. Un soir, on pouvait assister à une discussion sur la nature du temps avec des physiciens et des philosophes sur une scène habituellement réservée aux comédies musicales. Le lendemain, on pouvait rejoindre des milliers de personnes à Washington Square Park pour une observation des étoiles avec des astronautes et des astronomes. Ce fut un succès retentissant et spectaculaire, attirant plus de 100 000 personnes et prouvant qu'il existait un appétit public massif et inexploité pour la science lorsqu'elle était présentée avec créativité et passion. Le festival n'a pas seulement informé, il a inspiré. Il a montré à une génération de jeunes que la science n'était pas une quête solitaire et inaccessible, mais une aventure profondément humaine, collaborative et passionnante. Les scientifiques de renom qui y ont participé ont souvent souligné l'énergie unique des événements, un contraste frappant avec le cadre formel des conférences académiques. Ils se sont retrouvés engagés dans des débats animés et improvisés et en contact avec un public curieux comme jamais auparavant. Le festival est rapidement passé d'un phénomène new-yorkais à une marque mondiale avec des événements dans d'autres villes et une plateforme numérique touchant des millions de personnes supplémentaires. De toutes ces réalisations, des articles révolutionnaires aux livres à succès, le World Science Festival constitue peut-être l'héritage le plus tangible et le plus durable de Greene. Une institution vivante dédiée à célébrer la science comme une partie essentielle de ce que signifie être humain. Ce don pour la mise en scène ne s'est pas limité à la scène du festival. Greene a également endossé un rôle plus léger, plus ludique de physicien à Hollywood. Il a commencé à faire des apparitions, surgissant dans des films comme le thriller de science-fiction Fréquence interdite et le film d'aventure familiale Mimsy, le messager du futur. Il est même apparu dans son propre rôle dans la populaire sitcom The Big Bang Theory, un moment qui a cimenté son statut d'icône culturelle, reconnaissable même par un public qui n'avait jamais lu un mot de ses livres. Ses apparitions étaient donc plus que de simples nouveautés. Elles étaient une extension naturelle de sa mission d'intégrer la science dans le tissu de la culture populaire, montrant qu'un physicien théoricien pouvait être aussi accessible et engageant que n'importe quelle star de cinéma. Au-delà de ces moments à l'écran, Greene a également servi de consultant scientifique pour divers projets de films. Dans ce rôle, il a travaillé en coulisses pour aider les scénaristes et les réalisateurs à maintenir un certain degré d'exactitude scientifique, ancrant leurs récits de fiction dans une réalité plausible. Il y voyait une autre forme de traduction, s'assurant que lorsque la science était dépeinte sur grand écran, elle le soit avec respect pour les principes sous-jacents, même au milieu d'intrigues fantastiques. Cette incursion à Hollywood a révélé une autre facette de Greene, moins celle de l'universitaire sérieux que celle du collaborateur enthousiaste désireux de partager son amour pour les règles de l'univers avec les plus grands conteurs du monde. C'était une démonstration claire de sa conviction que la science et l'art n'étaient pas des forces opposées, mais des langages complémentaires pour explorer la réalité.
Après avoir exploré le cosmos extérieur et le monde intérieur de la communication publique, le parcours intellectuel de Green a pris un tournant plus philosophique dans ses derniers travaux. Dans son livre de 2020, Jusqu'à la fin des temps, il a confronté les questions ultimes de l'existence, du sens et de la mortalité à travers le prisme intransigeant de la physique moderne. Il a exposé le consensus scientifique, que l'univers a commencé dans un éclair d'énergie, a évolué selon des lois physiques aveugles et est destiné à se diriger vers un état froid, sombre et vide. Dans ce grand récit cosmique, il n'y a aucun but inhérent, aucun architecte divin et aucune place spéciale réservée à l'humanité. C'est une conclusion austère et potentiellement terrifiante. Pourtant, pour Green, ce n'est pas une cause de désespoir. Au contraire, c'est le fondement d'une vision du monde profonde et profondément humaniste. Il soutient que dans un univers sans sens prédestiné, les choses que nous créons deviennent infiniment plus précieuses. Notre capacité d'émerveillement, notre désir de comprendre, notre création d'art, de musique et d'histoire ne sont pas de simples distractions. Ce sont les sources éphémères et autogénérées de sens dans un cosmos autrement indifférent. Les lois de la physique peuvent gouverner nos atomes, mais notre conscience nous permet d'assembler ces atomes en symphonies, équations et poèmes épiques. Cette perspective boucle la boucle de l'œuvre de sa vie. Le garçon qui a hérité d'un amour pour le spectacle de son père et d'une passion pour la logique de son propre esprit a trouvé un moyen de les unifier complètement. La quête de la compréhension scientifique, à son avis, n'est pas si différente de la création artistique. Toutes deux sont des entreprises fondamentalement humaines visant à imposer de l'ordre, un récit et de la beauté au chaos de l'existence. La science raconte la plus grande histoire de toutes, l'histoire de l'univers lui-même. En consacrant sa vie à la fois à déchiffrer et à raconter cette histoire, Green a trouvé un moyen de créer son propre sens, illuminant l'obscurité de la lumière vive de la curiosité humaine. Il avait conquis les mondes de la physique théorique, des livres à succès et des événements mondiaux. Mais une question demeure, celle qui a tout déclenché. Après des décennies de travail par des milliers d'esprits brillants, où en est aujourd'hui l'idée élégante, controversée et magnifique de la théorie des cordes? Au XXIe siècle, la grande quête d'une théorie finale est entrée dans une période de sobre réflexion. L'optimisme sans bornes qui avait porté la théorie des cordes pendant des décennies a commencé à se heurter au mur froid et dur de la réalité expérimentale. Pendant des années, la communauté des physiciens a retenu son souffle à l'écoute d'un murmure provenant du grand collisionneur de Hadron, la machine la plus puissante jamais construite par l'humanité. Enfoui profondément sous la frontière franco-suisse, il a été conçu pour recréer les conditions de l'univers primitif et beaucoup l'espéraient pour trouver des preuves de nouvelles particules prédites par la composante la plus testable de la théorie des cordes. La supersymétrie. La théorie suggérait que chaque particule connue a un superpartenaire plus lourd et invisible. Les trouver aurait été le premier indice tangible que les théoriciens des cordes étaient sur la bonne voie, une preuve physique d'un domaine auparavant accessible uniquement par les mathématiques. Mais alors que les données affluaient, année après année, le silence du collisionneur était assourdissant. Aucun superpartenaire n'est apparu. Ce n'était pas seulement un revers mineur, c'était un défi profond pour une génération de travaux théoriques. L'absence de supersymétrie n'a pas tué la théorie des cordes, mais elle a gravement blessé ses versions les plus populaires et élégantes, forçant les théoriciens à retourner à la planche à dessin pour envisager des modèles plus complexes et moins esthétiques. Le domaine, autrefois le plus en vogue et le plus prestigieux de la physique, a commencé à se refroidir. Les financements ont été réorientés et de jeunes esprits brillants qui une décennie plus tôt se seraient rués sur la théorie des cordes, ont commencé à explorer des voies alternatives vers la gravité quantique. L'accusation selon laquelle la théorie n'était même pas fausse a commencé à résonner plus profondément.
Pour Brian Greene, qui avait passé sa vie à défendre cette belle idée, ce fut un moment d'introspection critique. Il n'a jamais abandonné sa croyance dans la puissance sous-jacente de la théorie. Mais sa position publique a évolué, il est devenu plus franc sur les immenses défis, reconnaissant le manque de preuves expérimentales comme un problème sérieux et frustrant. Pourtant, la perspective de Greene est celle d'un coureur de fond dans le marathon de la science. Il souligne souvent que juger une théorie fondamentale sur une échelle de temps de quelques décennies, c'est comme juger du mérite d'une cathédrale après n'avoir posé que les premières pierres. Il soutient que même si la théorie des cordes ne produit jamais de prédictions testables de notre vivant, sa poursuite a été inestimable. Elle a offert aux mathématiques un trésor de nouvelles idées et de nouveaux outils, révélant des liens profonds et inattendus entre des domaines disparates. Elle a forcé les physiciens à se poser des questions plus profondes sur la nature de l'espace, du temps et de la réalité elle-même. Selon lui, la quête n'est pas un échec si elle n'atteint pas sa destination finale dans les délais prévus. Le voyage lui-même a élargi la carte de la connaissance humaine, et cela, soutient-il, est une victoire en soi. Il reste un optimiste prudent, un croyant en l'élégance mathématique qui l'a captivé pour la première fois, mais tempéré par le réalisme d'un scientifique qui respecte l'autorité finale de la nature. Aujourd'hui, Brian Greene poursuit son travail non pas comme une célébrité se reposant sur ses lauriers passés, mais comme un physicien actif et un professeur à l'université Columbia. Son bureau n'est pas un musée de ses réalisations publiques, mais un laboratoire de l'esprit en activité. Il continue de publier des articles académiques, collaborant avec des collègues et des étudiants diplômés pour s'attaquer aux formidables obstacles mathématiques au cœur de la théorie des cordes. Il se débat toujours avec la géométrie des dimensions cachées et la nature fondamentale des trous noirs, engagé dans le travail lent, patient et souvent frustrant de la physique théorique. Le glamour des studios de télévision et des scènes de festival n'a jamais complètement remplacé l'intensité silencieuse d'un tableau noir rempli d'équations. Il reste profondément engagé sur la ligne de front intellectuelle, repoussant les limites de ce qui est connu. Son influence s'étend désormais verticalement à travers les générations. En tant que mentor à Columbia, il guide une nouvelle cohorte de physiciens qui héritent de ce domaine complexe et incertain. Il est connu pour être un conseiller encourageant, mais intellectuellement rigoureux, poussant ses étudiants à penser de manière créative tout en restant ancrés dans la précision mathématique. Il ne forme pas des disciples pour suivre aveuglément le dogme de la théorie des cordes. Au contraire, il leur apprend à réfléchir de manière critique aux plus grands problèmes de la physique, peu importe où les réponses pourraient mener. Ce rôle d'éducateur, façonnant les esprits qui poursuivront la quête, est une partie vitale et souvent invisible de son héritage moderne. Il garantit que l'esprit de recherche qu'il a défendu se poursuivra longtemps après que les débats actuels se seront apaisés. Simultanément, son travail de grand communicateur se poursuit avec une énergie inébranlable. Le World Science Festival qu'il a cofondé est devenu une institution mondiale, un témoignage de sa conviction que la science n'est pas un intérêt de niche, mais un pilier central de la culture humaine. Il en reste le cœur créatif et intellectuel, organisant des programmes qui mettent les plus grands esprits scientifiques du monde en conversation directe avec le public grâce à cette plateforme, ainsi qu'à ses écrits et ses apparitions publiques de continu. Il consolide son rôle comme l'un des ambassadeurs mondiaux les plus importants et les plus reconnaissables de la pensée scientifique. Il a intégré de manière transparente ces deux passions, prouvant que l'on peut être à la fois un chercheur dévoué et un vulgarisateur passionné, sans compromettre l'intégrité de l'une ou de l'autre. Simultanément, son travail de grand communicateur se poursuit avec une énergie inébranlable. Le Festival mondial de la science, qu'il a cofondé,
est devenu une institution mondiale témoignant de sa conviction que la science n'est pas un intérêt de niche, mais un pilier central de la culture humaine. Il en reste le cœur créatif et intellectuel, organisant des programmes qui mettent les plus grands esprits scientifiques du monde en conversation directe avec le public. Grâce à cette plateforme, ainsi qu'à ses écrits et ses apparitions publiques continues, il consolide son rôle comme l'un des ambassadeurs mondiaux les plus importants et les plus reconnaissables de la pensée scientifique. Il a intégré de manière transparente ces deux passions, prouvant que l'on peut être à la fois un chercheur dévoué et un vulgarisateur passionné sans compromettre l'intégrité de l'une ou de l'autre. Au final, l'héritage de Brian Greene sera double, une fusion remarquable de deux contributions distinctes mais profondément liées. Premièrement, on se souviendra de lui comme du scientifique. Il a été un acteur clé durant une ère charnière de la physique théorique, apportant des contributions significatives et durables à la théorie des cordes. Sa co-découverte de la symétrie miroir a révélé une dualité cachée et stupéfiante dans les mathématiques des dimensions supplémentaires, un concept qui continue d'être un domaine de recherche riche pour les physiciens comme pour les mathématiciens. Ses travaux sur les transitions topologiques, l'idée que le tissu de l'espace peut se déchirer et se réparer, constituait une rupture radicale avec la physique classique et un ajout permanent à la littérature. Même si la théorie des cordes est un jour supplantée, ces découvertes ne sont pas de simples notes de bas de page, ce sont d'élégantes vérités mathématiques, des fils permanents tissés dans la tapisserie de la physique théorique. Cependant, c'est son second héritage qui pourrait s'avérer le plus profond et le plus durable. On se souviendra de Brian Greene comme du grand communicateur, une figure qui, tout comme son prédécesseur Carl Sagan, a fondamentalement redéfini la relation entre la science et le public. Il a fait pour le monde obscur des dimensions supplémentaires et des cordes vibrantes, ce que Sagan a fait pour les étoiles lointaines et le calendrier cosmique. Il a prouvé que les idées les plus complexes et abstraites de la science n'étaient pas la propriété exclusive d'un sacerdoce d'élite de spécialistes. Il a montré que ces concepts pouvaient être rendus accessibles, passionnants et profondément significatifs pour des millions de personnes. Cet héritage ne se mesure pas en citations académiques, mais dans le nombre de jeunes qui ont choisi d'étudier la physique après avoir regardé ces émissions, dans l'appétit accru du public pour la connaissance scientifique et dans le changement culturel vers la célébration de la science comme une aventure humaine passionnante. Cette réussite est indéniable et son impact sur la société pourrait finalement surpasser celui de n'importe quelle publication scientifique. Son parcours retrace une trajectoire remarquable, d'un prodige des mathématiques multipliant d'immenses nombres de têtes à un théoricien de premier plan à l'avant-garde d'une révolution scientifique, puis au principal défenseur de cette révolution durant sa période de crise, et enfin à son plus grand vulgarisateur et à un ambassadeur mondial pour toute la science. Il a embrassé une idée belle, ambitieuse et non prouvée, et a consacré sa vie à en explorer les profondeurs labyrinthiques. Lorsque cette idée s'est retrouvée sous le feu des critiques, il ne s'est pas retiré dans sa tour d'ivoire. Au lieu de cela, il s'est monté sur la scène mondiale armé de clarté, de passion et d'une croyance inébranlable en la capacité du public à s'émerveiller. L'histoire de Brian Greene et de la théorie des cordes est une leçon puissante sur la nature du progrès scientifique. C'est rarement une ligne droite de la question à la réponse. C'est souvent un chemin sinueux, rempli de pistes prometteuses qui se transforment en impasses, de belles idées qui résistent à la preuve et de longues périodes d'errance dans l'obscurité. La valeur d'une théorie ne peut pas toujours être mesurée par son succès immédiat. Parfois, la plus grande contribution d'une idée réside dans les nouvelles mathématiques qu'elle inspire, les nouvelles questions qu'elle nous force à poser et les nouvelles façons de penser qu'elle nous ouvre. Le verdict final sur la théorie des cordes n'a pas encore été rendu, et il pourrait ne pas l'être avant encore 100 ans. En fin de compte,
Le triomphe ultime de Brian Greene ne réside peut-être pas dans la fourniture de la théorie finale du tout, il ne s'agit peut-être pas d'écrire le dernier chapitre de la physique. Sa plus grande contribution est peut-être de nous apprendre à poser les questions les plus profondes avec courage et curiosité. Son héritage réside dans la révélation de la beauté et de l'élégance inhérente à nos tentatives de comprendre l'univers. Il nous a tous invités à écouter non pas un accord final et triomphant, mais les harmonies complexes et les tensions non résolues au sein de la magnifique symphonie inachevée du cosmos.